Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête et Débat. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un que j'ai déjà reçu, c'est assez rare, mais c'est Marc Hillman. Bonjour. Bonjour Jean. Et alors, je reçois Marc parce qu'il fait paraître ces jours-ci un nouveau livre, dont j'ai le privilège d'être l'éditeur, qui s'appelle Le Petit Guide de l'Antidéprime. D'ailleurs, il n'y a pas petit, c'est juste le guide de l'antidéprime. Je crois qu'on l'a appelé le petit guide. Un petit guide, mais il n'est pas si petit que ça, hein, il fait quand même 190 pages. Voilà. Et donc, j'ai demandé à Marc déjà de nous expliquer pourquoi tu avais écrit ce livre, qui est très joyeux, et en fait, on vit dans des temps de déprime. Je crois que la France est en tête, en queue de peloton des pays les plus déprimés du monde, ce qui est incroyable. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais signalé cet état. On prend beaucoup d'antidépresseurs. La France est recordman du monde, je crois. Et pourquoi alors? Je ne sais pas du tout, ça m'étonne, parce qu'on est quand même un pays où il y a une protection sociale, où on n'est pas... Je comprendrais que dans des pays développés, il puisse y avoir une déprime, mais là, ça me semble incongru. Ouais. C'est peut-être l'inverse, justement, quand il y a une protection sociale, on devient déprimé, parce qu'on se fait rembourser des médicaments. Je crois que ça rejoint un petit peu une idée qui est dans le livre, dont on parlera tout à l'heure, qui est la transposition, c'est-à-dire que les gens ne voient pas du tout leur bonheur, et il faut qu'ils s'imaginent des choses graves pour pouvoir revenir à la réalité, on en reparlera. Alors tout à fait, mais avant d'en parler, est-ce que tu peux expliquer à nos téléspectateurs pourquoi tu as voulu faire ce livre, c'est-à-dire d'où ça te vient? Tu es quelqu'un de très dynamique. Moi, je suis bon. Il est vrai que j'ai un naturel optimiste. J'ai été élevé par des parents qui étaient assez gais et joyeux, donc ça a peut-être déteint sur moi. Mais je ne pense pas du tout qu'il y ait une hérédité de l'optimisme, parce que je suis d'une famille de 5 enfants, et chaque frère avait une personnalité, un tempérament et une humeur différente. Donc je ne sais pas si l'éducation est importante à ce point-là. Je pense qu'il faut aussi soi-même forger sa propre personnalité et sa propre capacité à résister aux aléas de la vie. Bien sûr, il y a des gens qui ont vécu la même chose, plus ou moins, qui sont orphelins ou des choses dures. Certains seront pessimistes, d'autres optimistes. C'est ce qu'explique Cyril Nick dans un bouquin qui s'appelle La Résilience. La Résilience, oui. Résilience. Et alors donc, ça t'est venu d'où, cette idée de guide de l'antidéprime? J'avais donc écrit une 50aine de pages il y a quelques années, parce que dans ma vie personnelle, j'avais développé des sortes de techniques, des méthodes, quand j'avais un petit coup de mou ou quand j'avais un passage à vide. Et ensuite, je t'en ai parlé, et j'ai eu une autre idée pour compléter l'ouvrage, c'est de non seulement parler de mes expériences personnelles, mais de donner la parole à des proches, des relations ou des amis, en leur demandant quels sont vos propres stratagèmes, vos stratégies lorsque vous avez un coup de blues ou lorsque ça va pas terrible dans votre vie. Et donc j'ai recueilli des témoignages assez étonnants sur des gens qui avaient développé des véritables stratégies, mais qui pourraient figurer au concours Lépine, quoi. C'est carrément des brevets d'invention. Ils ont inventé des choses de toutes pièces pour casser la déprime et l'amorosité. Et alors l'originalité de ton livre, c'est un peu comme Sexe, Amour et Timidité, dont je suis aussi l'éditeur, c'est que c'est fait par quelqu'un qui n'est pas un spécialiste du domaine. Voilà. J'ai présenté ce projet il y a un an à un autre éditeur et qui l'a intéressé, mais il m'a dit « Mais Marc, pour nous, un livre comme ça doit être l'affaire d'un professionnel. » Et c'est là où je ne suis pas entièrement d'accord, parce que, imaginons si quelqu'un veut parler de la montagne, il peut évidemment s'adresser à un guide chevronné, un guide de montagne, mais est-ce que quelqu'un qui aurait par exemple fait des randonnées en montagne pendant 40 ans ne serait pas qualifié aussi bien pour parler des trucs qu'il a expérimentés pour se relever, éviter une avalanche Et donc je me suis dit finalement, c'est pas la déprime pour les nuls, mais je pense qu'on peut parler de sa propre expérience sans être un psychologue professionnel ou un psychiatre. Je voudrais quand même faire une petite parenthèse. Ce livre, attention, ça ne concerne pas la dépression. Oui, c'était ma question suivante. Donc, est-ce que tu peux expliquer cette nuance? La dépression, c'est une déprime qui s'installe dans la durée, qui est beaucoup plus grave. Et ça, c'est vraiment l'affaire d'un spécialiste. Ça, il ne faut pas y toucher. Moi, je parle uniquement des déprimes qui durent entre 1 ou 3 jours ou quelques heures. C'est ce qu'on appelle les coups de pompe, les passages à vide, l'humeur sombre, mais c'est pas la dépression. On en a tous, quoi. Tout le monde a ça. Et donc, je tiens à faire quand même la distinction entre déprime et dépression. Et par contre, il y a une chose qui est très curieuse, c'est que
mot déprime, dépression, ils ont la même racine, Ouais. DPER, qui est aussi dépréciation. C'est Ouais. toujours le même phénomène, c'est un manque d'estime de soi, Ouais. une baisse de l'estime de soi. C'est vrai que Dépression. quand tout va bien dans la vie, c'est que ça avance. Mais alors, est-ce que tu peux nous donner quelques exemples? Donc, il y a 40 chapitres. Il y a 40 solutions qui sont proposées aux gens. Il y en a, disons, une dizaine qui font partie de mon itinéraire personnel. Une dizaine qui sont les choses un peu banales que tout le monde cite lorsqu'on parle de dépression. De déprime. De déprime. De déprime. Ouais. Donc j'ai voulu quand même les faire figurer, comme par exemple sortir dehors, changer de tenue, changer son intérieur. Ça, c'est des choses un peu banales, mais qui, curieusement, marchent parfois. Change de coiffure aussi. Changer de coiffure, se relooker, changer de tenue vestimentaire, mais là évidemment les femmes savent que ça c'est vraiment quelque chose qui met la déprime en suspens, mais on peut être très déprimé après quand on a dépensé des sommes pour se... quand on se retrouve à découvert, bon, là, C'est ça. ça peut créer une autre forme de déprime. Beaucoup de gens, pour arrêter de déprimer, achètent, que ce soit des tenues vestimentaires ou autres, et puis après, il y a l'effet. Et puis donc il y a donc 10 méthodes qui sont plus personnelles que j'ai expérimentées sur plusieurs décennies. Et par contre, il y a une vingtaine de témoignages qui sont... Alors, comment tu as recueilli ces témoignages? En fait, j'ai interrogé soit des relations proches ou éloignées, soit des collègues de travail, parce que je suis dans le milieu de la musique, soit des amis. Et ils m'ont donné chacun, soit par mail, soit par interview, ils m'ont confié leurs trucs anti-déprime. Et moi, j'ai rédigé, évidemment, à ma manière, en agrémentant un petit peu la sauce. Alors, il y en a des très très originaux quand même. Mais le premier qui me vient en tête, c'est le plan bouquet. Le plan bouquet, c'est quelque chose d'invraisemblable. J'ai donc quelqu'un qui est devenu un ami depuis, parce qu'on est en train d'écrire un livre ensemble maintenant. Je sais. Et donc lui, il a un stratagème, une méthode qui s'appelle le plan bouquet. Donc c'est ce que tu viens de citer. Quand il va pas bien, il va chez un fleuriste, il achète un bouquet de fleurs, et il se poste soit sur un banc, soit dans un square, soit sur un pont, avec son bouquet à la main. Et en fait, le fait d'avoir un bouquet en main fait que ça rompt un petit peu l'isolement dans lequel il est, parce que les gens s'approchent de lui. Il y a des touristes qui commencent à le photographier, par exemple. Une dame qui s'approche et lui dit elle a de la chance, la fille qui vous attend. Ou alors c'est pour qui ces belles fleurs? Et il commence à engager un Ça, dialogue. c'est vrai. C'est-à-dire que ça se passe, vous pouvez essayer vous-même. Moi, il se trouve que j'ai un ami qui a eu un bouquet en main et j'étais là pour en témoigner. Il y a 2 filles, en plus ce sont des filles, quand on est des hommes, bon, c'est plutôt agréable, qui viennent et qui lui disent quelle jolie fleur. Bon, ça engage, ça casse l'isolement ou l'armure, là, ça fend l'armure. Ça fend l'armure, ouais. Donc ça, c'est... Et lui, il a pensé comment, alors? On ne sait pas. On ne sait pas comment il a pensé à ça, mais il me dit en fait, et il soutient que d'abord ça marche et qu'il le fait 3-4 fois par mois. Quoi. Et ensuite, bon, il rentre le soir chez lui, il offre le bouquet à son épouse. Oui, un esthète. Et donc c'est un livre sponsorisé par Interflora, non? Non, pas ça, non. Hélas, hélas. Il y a une autre méthode peut-être pour donner l'envie. Mais il y en a 40. Donc. Il y en a 40, donc on ne va pas donner la clé de tout. Il y a quelqu'un, alors ça c'est sur internet aussi, on trouve des témoignages très intéressants. Sur un forum, il y a une jeune femme qui explique qu'elle a à sa disposition une boîte, elle appelle ça la Happy Box, la boîte heureuse, dans laquelle elle met des choses qui lui rappellent soit des moments heureux, c'est-à-dire des cartes postales qu'on lui a envoyées, des photos de jours, enfin des beaux jours. Elle a imprimé des textos et des SMS positifs qu'on lui a adressés, des lettres. Quelque chose qui l'ont rempli de bonheur. Quoi. Elle met toutes les choses, et même dans son iPod, elle a une liste de lecture où elle élimine Piaf ou Radiohead, elle met que des chansons gays. Et lorsqu'elle a un moment de déprime, elle ouvre la Happy Box et elle ressort tous ces moments heureux. Et en fait, j'ai appelé ça finalement une sorte de tirelire ou une banque du bonheur dans laquelle on vient puiser de temps en temps lorsqu'on a un coup de déprime, et elle soutient que ça fonctionne et que ça marche. Donc il y a vraiment des méthodes originales qu'en effet des professionnels n'auraient pas pensé. Quoi. Voilà. Oui, c'est là où est le propos du livre, c'est qu'en fait, il y a des méthodes qui n'appartiennent pas au cursus des psychologues. Ou au contraire, tout en respectant infiniment les psychologues, parce que c'est leur métier. Mais là, si on leur présente ça, ils vont ça ne peut pas suivre un processus universitaire, même si ça marche.
ça qui est dommage. Et puis il y a une idée que tu as toi-même lancée, qui est celle de la transposition, qui m'a beaucoup intéressé. C'est donc imaginer et anticiper le pire, c'est ça en fait. Oui, imaginez qu'on est mort, malade, ou qu'on est dans un fauteuil roulant. Ou vieux, et revenir à la réalité pour voir à quel point on est heureux. C'est ça. Moi, je me suis dit, c'est une projection. J'ai vu un reportage en fait sur la Corée du Sud, je crois, où des gens faisaient des séminaires de mort. Alors, on peut se dire, mais les Asiatiques sont parfois un peu bizarres. Et alors là, ils envoient des gens faire un séminaire de mort, c'est-à-dire qu'ils se retrouvent dans un environnement où ils sont morts. Donc on les fait allonger dans un cercueil, puis ils y restent des heures, dans le noir, cercueil fermé, alors il y a tout un truc où ils disent au revoir à leurs proches, etc. Et puis au bout de quelques heures, hop, ils en sortent, et parce que pendant qu'ils ont été dans ce cercueil, ils réfléchissent à tout ce qu'ils auraient dû dire à leurs proches, ou tout ce qu'ils auraient pu faire encore s'ils avaient eu la possibilité de ressortir de ce cercueil, et justement, c'est ce qui leur arrive. Et à un moment, tu suggères aussi de se mettre un furoncle sur la figure et de passer une journée avec, mais ça c'est plusieurs à faire. Ouais, non mais il y a tellement de situations, on ne se rend pas compte en fait que des gens vivent au quotidien de vraies galères, quoi. Si vous claudiquez un peu, vous allez voir que votre vie va complètement changer, le regard des autres. Et alors si vous arrêtez de claudiquer, tout le monde peut comme ça. Et tu parles aussi de la transposition temporelle, c'est-à-dire le fait de se transplanter dans une autre époque et de revenir à la nôtre pour s'apercevoir que finalement le fait d'avoir des portables, Internet, tous les moyens de communication, on se rend pas compte du progrès que ça constitue. Louis XIV n'avait pas ce qu'aurait un SDF, je vais exagérer peut-être un peu là, mais bon, il avait un toit quand même. Mais le pauvre actuel est plus riche que Louis XIV, proportionnel. C'est une bonne méthode parce que ça permet aussi de temps en temps de positiver sur nos conditions réelles sur lesquelles on ne fait pas attention. Oui, parce qu'on veut toujours plus ou autant que ce qu'ont les autres de ceux qui vivent à notre époque. Il y a une idée qui est similaire dont on a parlé tous les deux, c'est celle du verre à moitié vide et du verre à moitié plein. Et ça, c'est très important. C'est le fil rouge de ton livre. C'est le fil rouge de mon livre parce qu'en fait, la manière dont on apprécie un événement influe sur la suite de l'événement. Récemment, la France avait perdu l'année dernière la Coupe du Monde de rugby, à un point près. Ouais. Et il y a un commentateur sportif, au lieu de dire c'est la cata, tout ça, il a dit j'ai été agréablement déçu. C'est-à-dire qu'il interprétait un événement qui était finalement négatif, un échec, de manière positive. Il y a eu aussi, j'ai entendu un chroniqueur météo, un jour, le bulletin météo, il dit bonne nouvelle, il va pleuvoir. Et en fait, on était en pleine sécheresse. Et c'était quand même une bonne nouvelle. C'était le verre à moitié plein. Il n'a pas vu le verre à moitié vide, c'est-à-dire la pluie. Il a vu le fait que les agriculteurs allaient pouvoir irriguer leurs terres. Et alors, est-ce que tu penses que ton livre devrait être remboursé par la sécurité sociale ? Je pense qu'il devrait être vendu dans les pharmacies, personnellement. Bon, voilà, c'est une idée. En tout cas, découvrez-le donc à partir du 13 avril. Il sort en librairie. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Non, il y a quelque chose qui est intéressant dans le livre, qui amusera les lecteurs, c'est qu'il y a 5 ou 6 chapitres qui traitent de méthodes et d'exercices pour positiver. Par exemple, je demande aux gens de se souvenir des 15 événements les plus heureux de leur vie, ou je leur demande aussi de se rappeler toutes les fois où ils se sont fixés un défi, même mineur, comme faire un régime, arrêter de fumer ou apprendre un instrument, et ils peuvent se dire j'y suis arrivé. C'est-à-dire repositiver dans notre parcours personnel ce qui a été positif en fait. Il y en a toujours. Et il y a aussi une méthode qui, à contrario, c'est de recenser nos défaites. Parce qu'il y a une chose qui est extraordinaire, c'est qu'on a tous eu des défaites, c'est-à-dire un projet qui ne s'est pas fait, une affaire qui a capoté, un rendez-vous manqué, un couple qui s'est séparé. Et en fait, quand on repense quelques années plus tard à toutes ces défaites, on s'aperçoit qu'on s'en est toujours relevé. Ah si, on est encore là, oui. Et ça donne... oui. Non, mais même 6 mois après, on s'est relevé d'une défaite et ça met les choses en perspective. Et en fait, ça permet finalement de moins déprimer. Bien sûr. Mais merci beaucoup Marc Hillman d'être venu jusqu'ici pour nous faire positiver. Parce que souvent quand on regarde les médias, on a envie un peu de déprimer. Ah oui, justement, il y a un tout dernier chapitre, tu viens d'y faire l'allusion, c'est le pouvoir des médias, j'appelle ça les toxines mentales. C'est le fait de toutes ces informations qui se déversent tous les jours par le biais de la télévision, de l'Internet. Et alors, est-ce que c'est dans ton livre que j'ai lu cette citation de, je crois, Gainsbourg ou un autre qui disait « Quand je veux aller bien, j'éteins la télé » Je préconise d'éteindre la télé une fois par jour, mais je ne sais pas si c'est Gainsbourg qui l'a dit. Oui, il y a quelqu'un de connu qui l'avait dit, en effet. Enfin, ça, je laisse les lecteurs le soin de découvrir, aux lecteurs le soin de découvrir toutes ces méthodes.
Voilà. Donc, petit guide de l'antidéprime aux éditions Tatami dès le 13 avril. Merci beaucoup, Marc Hillman. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission jusqu'à son terme. N'oubliez pas que la liberté d'expression ne vaut que si elle est partagée par tous. À bientôt.